Le crime que je vais vous raconter est d'une violence inouïe. Et je vous préviens, vous devrez vous asseoir sur le pourquoi. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas d'aveu. Et donc il n'y a pas de mobile. Il s'agit d'un meurtre commis en 2016 entre la Suisse, le Doubs et le Jura. Vous trouverez le débrief de cette histoire dans un autre podcast avec Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon, avocat général au procès. J'ai écrit ce récit avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence au son d'une tronçonneuse. Ça fait peur. Il y a de quoi. Mais la victime qu'on va découvrir dans un instant n'a pas été massacrée à la tronçonneuse. Elle a été lardée de 26 coups de couteau et fracassée à coups de pierre. Donc, le 15 décembre 2016, deux bûcherons viennent couper du bois de chauffage à la tronçonneuse dans une forêt du Franois, dans le Jura. Ils abattent un arbre, ils le débitent, et puis ils avancent pour en chercher un autre. Et soudain, dépassant d'un tas de feuilles, ils voient une forme, une masse de couleur rose. Ils s'approchent. C'est une jambe. C'est une jambe humaine. Naturellement, ils appellent les gendarmes. C'est une femme entièrement nue, jeune, entre 15 et 25 ans, rose, avec de longs cheveux. Elle est sur le dos, les bras le long du corps et les jambes étendues. Et son visage, mon Dieu, son visage, elle est méconnaissable. Sa tête est défoncée, sa mâchoire explosée, ses dents fracassées. Et c'est pas tout. Elle a reçu des coups de couteau aussi, au cou et au flanc droit. C'est un massacre. C'est pas un massacre à la tronçonneuse, mais c'est un massacre tout de même. Elle a pas été tuée ici. Elle a été tuée ailleurs, c'est clair. Ouais, elle est déshabillée ailleurs aussi, parce que nos gars ont ratissé les alentours, ils ont trouvé aucun vêtement. Donc elle est tuée ailleurs et transportée ici nue. Nue, ce qui ne facilite pas son identification. Le seul indice est un bracelet qu'elle porte au poignet droit, très ordinaire. C'est pas avec ça qu'on va lui coller un nom. Et regarde bien. Regarde, elle a les jambes parfaitement épilées. Et le pubis aussi qui est bien rasé. Ça, c'est une femme qui s'occupait d'elle, ça. C'est pas une marginale, ça. Alors, on cherche d'abord dans les fichiers de police et de gendarmerie. Est-ce qu'une jeune femme est portée disparue dans la région? J'en ai une étudiante japonaise qui vient à Besançon. Naromi Kurosaki. Elle est signalée disparue depuis 10 jours. Japonaise, tu dis? Elle a pas une tête de japonaise, la fille qu'on a trouvée. Ah, parce que tu sais quelle tête elle a, toi. Elle a la tête écrabouillée, bordel. Et moi, j'ajoute que les japonaises ont souvent la peau blanche, et pas jaune, comme on le dit souvent, et bêtement. Et les cheveux roux, ma foi, peut-être que c'est une couleur. Va falloir vérifier. En tout cas, c'est une piste qu'il ne faut pas négliger. D'autant que dans la résidence universitaire de Besançon, où est logé Naromi Kurosaki, l'un des voisins a entendu des cris la nuit de sa disparition. Cette japonaise de Besançon est peut-être donc la femme retrouvée massacrée dans le bois du Franois. C'est à 1 heure de route. Ça tient. L'ADN va régler la question. Il s'agit de prélever par exemple un cheveu sur la brosse de la japonaise dans la chambre de sa cité U et de comparer son ADN à celle du cadavre. Et on saura. Il faut juste être patient.
Et maintenant, allons assister à l'autopsie. Alors, dans l'ordre, d'abord les coups de couteau. J'en ai dénombré 26, mais aucun n'est mortel. Ce qui l'a tué, c'est le traumatisme crânien qu'il a subi, les coups qu'elle a reçus sur la tête. Des coups portés avec quoi, docteur? Je dirais bien une pierre, une grosse pierre, ou une matraque, en tout cas un objet lourd. Et pour ce qui est du visage, je n'écarte pas l'idée, mais sans certitude, qu'on a pu lui frapper le visage contre le sol. D'accord. Et c'est tout, docteur? Ah non. Il y a du sperme dans le vagin. Et donc on va très vite avoir un ADN. Et on l'a vite. Et c'est un homme. Mais est-ce que c'est l'ADN de l'assassin? C'est pas sûr du tout. Elle a très bien pu avoir une relation sexuelle consentie avec un homme et se faire tuer par quelqu'un d'autre juste après. Sauf qu'on identifie le même ADN dans une tache de sang sur le pied du cadavre. Comment se fait-il que personne n'a signalé la disparition de cette jeune femme? L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie dégaine alors une technique étonnante. Les experts demandent à leurs collègues du Jura de leur envoyer un scanner du visage de la victime. Vous comprenez, à partir du scanner, on va pouvoir procéder à une reconstitution faciale. Et nous devrions obtenir un visage assez proche, je pense, de celui de la victime, quoi. Ça donne une jeune fille aux traits fins et à la chevelure rose. Les gendarmes ont maintenant de quoi lancer un appel à témoins. Et donc le visage issu de la reconstitution faciale est publié dans la presse. Et dans la foulée, naturellement, ça dégringole. Gendarmerie, j'écoute. Voilà, bonjour. Je vous appelle parce que je pense que je connais la jeune femme qui a été assassinée. 150 appels qui dégringolent littéralement sur les gendarmes. Vous imaginez le temps que ça va prendre de vérifier tout ça, y compris les appels les plus bradzingues, au cas où. Et à la fin, ça ne donne rien. Rien. Alors les gendarmes se replient sur la téléphonie. Ça aussi, c'est une sacrée montagne à escalader. La liste de tous les téléphones qui ont accroché des bornes dans la zone du Franois est pas sur 24 heures, sur 6 jours au moins. Parce qu'on ne sait pas quand le cadavre a été déposé dans le bois. D'après le légiste, la jeune femme est morte le 9 décembre. On l'a retrouvée le 15. C'est donc la liste de tous les téléphones qui sont passés dans le coin entre le 9 et le 15 décembre qu'il faut exploiter. Alors bien sûr, le Franois, c'est pas le périphérique parisien. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui sont passés dans le coin en 6 jours. À court terme, ça ne donne rien. Et voilà, il n'y a pas d'autre piste. Et les semaines s'écoulent. Deux mois après la découverte du cadavre, en février 2017, la cellule d'enquête de la gendarmerie reçoit un appel prometteur. Un appel de leurs collègues de la brigade de Saint-Laurent en Grand-Vaux. On a peut-être un profil qui peut vous intéresser. C'est un bûcheron de chez nous. Il fait venir des jeunes Bulgares, soi-disant pour s'occuper de chez lui pendant qu'il gère son exploitation. Mais bon, on a eu 3 plaintes de 3 de ces jeunes femmes pour des agressions sexuelles. Et pas que d'ailleurs, parce que d'après les filles, le gars est devenu quasiment proxénète, quoi. Il les oblige à coucher avec des hommes qui leur représentent. Et alors, comme je sais que dans l'affaire sur laquelle vous êtes, là, vous n'arrivez pas à identifier la fille, je me suis dit, c'est peut-être une des Bulgares, quoi. Enfin, je pense que ça mérite d'être vérifié, en tout cas. Et un peu. Mais on lui fait un test ADN, et c'est pas lui.
En mars 2017, 3 mois après la découverte du cadavre, les gendarmes du Jura reprennent contact avec leurs homologues de la police de Lausanne, en Suisse, pour découvrir que depuis des semaines, 3 prostituées roumaines ont disparu de la circulation. Et si l'inconnu était l'une de ces 3. Finalement, au bout de quelques jours, on en retrouve 2. Il n'en manque donc plus qu'une à l'appel. Elle s'appelle Mihaela Miloiu. M-I-L-O-I-U. Elle a 18 ans. On a retrouvé sa carte d'identité roumaine sur un chemin. C'est une promeneuse qui nous l'a rapporté et qui nous a dit quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire qu'à côté de trouver la carte, il y avait, nous a-t-elle dit, une tache de sang. Bon, nous, sur le moment, on s'est dit que c'était un chasseur, quoi. Donc on n'est pas allé voir, quoi. Et donc, la carte d'identité a rejoint les objets trouvés. Et finalement, elle a été renvoyée aux autorités roumaines. Et si c'était elle, l'inconnue, Mihaela Miloiu. Les policiers suisses ont gardé le nom de la dame qui leur a ramené la carte d'identité roumaine. Je leur ai dit qu'il y avait cette tache de sang, quoi. Je leur ai même montré une photo, mais ça n'a pas eu trop l'air de les intéresser. Vous avez une photo? Oui. Attendez. Regardez. Ah oui? Une sacrée tache. Au moins 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Et la photo permet aussi de retrouver l'endroit précis où la dame a ramassé la carte. Venez avec moi, on va aller voir. Naturellement, des mois plus tard, il n'y a plus de traces. Mais il y a de l'espoir. On a de la chance, c'est du béton. C'est pour eux le béton. On va peut-être pouvoir trouver du sang dans l'épaisseur. Et on en trouve du sang. Et de ce sang, on extrait un ADN féminin. Alors, qui a mis cette fille sur le trottoir dans la région de Lausanne, en Suisse? Le mieux, c'est peut-être d'aller se rencarder en Roumanie, d'interroger ses parents, par exemple. Des braves gens, complètement dépassés par les événements. On commence par les rassurer. Vous allez pouvoir récupérer le corps, pour l'enterrer dans votre village. Vous pouvez nous expliquer, par l'intermédiaire de qui, est-ce que Mihaela s'est retrouvée à se prostituer en Suisse? Si vous le savez, bien sûr. Les parents se sont saignés aux 4 veines pour que leur fille aille au lycée. Un bon lycée. Et c'est là qu'elle a rencontré le diable. Un garçon qui s'appelle Dafinal Bocian. Elle en est tombée folle amoureuse. Et à partir du moment où elle a rencontré le garçon, petit à petit, elle a coupé les ponts avec nous. Et quand elle a eu 18 ans, elle s'est envolée avec lui pour Lausanne. Et là-bas, il l'a mise dans les pattes de son cousin, Lucian Bocianu, déjà installé comme proxénète sur les bords du lac Léman. Et elle s'est retrouvée à l'abattage dans un appartement avec 2 autres jeunes roumaines. Du jour au lendemain, elle s'est mise à gagner beaucoup d'argent, dans les 1500 € par jour. Elle donnait la moitié à son macro et elle gardait le reste pour elle. Triste vie, triste fin. Ça tombe bien, Lucian Bocianu et ses amis sont sur écoute depuis un bon moment. La police suisse les a à l'œil. Et donc, on remonte les enregistrements. Et c'est très très intéressant. Le 30 novembre, 15 jours avant qu'on ne découvre le corps en France, le maquereau est inquiet. Je sais pas où est Mihaela. Elle a disparu depuis hier. Il faut absolument que je retrouve. Donc,
Miaela a disparu le 30 novembre. On peut imaginer qu'elle a été tuée dans la foulée. Par qui? Alors, réfléchissons un peu. On sait que le meurtrier s'est blessé, hein, puisqu'on a retrouvé son sang sur les pieds de la victime. Donc soit il s'est blessé pendant le meurtre, soit il s'est blessé pendant le transport du cadavre. Et là, les gendarmes commencent à faire le tour de tous les hôpitaux du coin, un par un. Oui, voilà, un homme qui se serait présenté pour une blessure, possiblement à la main, autour du 30 novembre dernier. Vous pouvez regarder dans vos fichiers et dresser une liste, hein? Vous nous tenez au courant? Il faut un peu de temps pour que tout ça remonte, mais un mois plus tard, bingo, un appel de l'hôpital de Pontarlier. Nous avons un patient qui s'est présenté chez nous aux urgences le 30 novembre à 6h50 du matin. Il présentait une coupure importante à l'index droit et nous avons dû lui faire des points de suture. Et dites-moi, vous avez un nom? Ah oui, oui, absolument. Alexandre Verdure. Comme la verdure. Eh ben voilà, on a enfin un nom, Alexandre Verdure. Les gendarmes se rencardent sur son compte. C'est un jeune de 30 ans qui habite à Mout, dans le Doubs, pas très loin du Franois. Il vit en concubinage avec une femme, avec laquelle il a un enfant de 4 ans. Il est agent de sécurité, il traverse la frontière tous les jours pour aller travailler à Lausanne. Et il est aussi gendarme réserviste à la gendarmerie de Mout. Et il est inconnu au fichier. Autrement dit, il n'a pas du tout le profil. Du tout. Et pourtant, j'ai regardé sa téléphonie le soir de la disparition de Miaela, et probablement de son meurtre. Figure-toi qu'il a coupé son téléphone pendant plusieurs heures. Et ça, il le fait jamais. On a vérifié. Bien, monsieur, nous allons procéder à un prélèvement de votre ADN. Je vais vous demander d'ouvrir la bouche afin que je prélève un peu de votre salive avec ce coton-tige. Allez-y, ouvrez la bouche. Bien. Voilà. Et on va comparer bien sûr son ADN avec la tache de sang retrouvée sur les pieds de la victime. D'après le labo qui a été prié de se mettre une pile, on aura le résultat dans 5 heures. Et en attendant, interrogatoire. Le nom de Miaela Miloiu ne vous dit rien? Non, strictement rien. Vous vous êtes présenté à l'hôpital de Pontarlier le 30 novembre pour une blessure à la main. Vous avez fait ça comment? J'ai tapé un chevreuil sur la route. Et comme il n'était pas mort, j'ai voulu l'achever comme j'ai un couteau dans la voiture. Et voilà, je me suis blessé. Ouais. Les gendarmes interrogent aussi sa compagne. En explorant la téléphonie de son chéri, ils ont remarqué que la nuit du crime, elle a tenté de le joindre 17 fois. Et qu'à chaque fois, elle est tombée sur son répondeur. Cette nuit-là, il n'est pas rentré. J'étais morte d'inquiétude. Et il est arrivé au petit matin. Il était couvert de sang. Je lui ai dit de mettre tout ça dans la machine. Et j'ai fait tourner la machine. Voilà. Ça ne laisse pas beaucoup de doute quant à la culpabilité d'Alexandre Verdure. Et finalement, en fin d'après-midi... Bien, j'ai les résultats, ils sont positifs. Le sang retrouvé sur le pied de la victime est bien celui d'Alexandre Verdure. Et la comparaison ADN confirme que le sperme retrouvé dans le vagin de la victime est aussi le sien. En fait, ce soir-là, j'ai fini mon travail à Lausanne vers 23h30. Et alors, j'ai pris l'avenue de Genève. Je suppose que vous savez ce qui se passe sur l'avenue de Genève. Disons que, il y a pas mal de prostituées. Et là, juste au niveau de la station-service, je sais pas si vous voyez où elle est,
j'ai vu une fille, elle était en train de se faire tabasser par un homme. Alors je me suis arrêté et je lui ai proposé de monter dans ma voiture, quoi, pour la protéger, quoi. La protéger. Tu parles. Et là, il dit que dans la voiture, elle lui a proposé une passe. Et qu'il a dit oui. Ils ont fait crac-crac dans un coin sur le capot de la bagnole. Et là, dans une voiture noire, auraient surgi 2 hommes en noir, dont un avec un pistolet à la main. La suite est improbable. Donc ils se sont mis à fouiller ma voiture, et ils sont tombés sur le couteau que j'ai toujours dans la boîte à gants. Et là, il y en a un, il a pris le couteau, il a attrapé la fille, ils sont écartés un peu, et il l'a tué, quoi. Et après, ils m'ont dit de me débarrasser du corps, que si je le faisais pas, j'aurais des ennuis. Je suis allé voir le corps, et il y avait mon couteau qui était planté dans le cou de la fille. Voilà, c'est en la levant que je me suis blessé, quoi. Et là, il raconte qu'il a mis le cadavre dans sa voiture, avec la ferme intention d'aller à la gendarmerie, où il est réserviste. Ouais, sauf que je me suis aperçu qu'il me suivait, les gars. Donc j'ai été pris de panique, j'ai accéléré pour leur échapper, et finalement j'étais mort de trouille. J'ai décidé de me débarrasser du cadavre au froid noir. Et selon vous, qui étaient ces hommes? Ben, son proxo, je pense. Enfin, le proxo de la fille. Et il avait un type avec lui. Voilà quoi. Voilà quoi? La vérité? On en doute. La nuit du crime, le téléphone du proxo de Miaela, Lucian Boccianu, a borné chez lui. Il n'en a pas bougé de la soirée et de la nuit. Ton histoire ne tient pas debout, Alexandre Verdure. Pas une minute. Dans la foulée, le juge organise une reconstitution là où les soi-disant hommes en noir auraient tué Miaela. Dans les mêmes conditions. De nuit. Une nuit sans lune. Quand les gendarmes éteignent les phares de la voiture, on n'y voit pas du tout. J'avoue que je ne comprends pas, monsieur Verdure, comment vous avez pu nous donner tant de détails. On voit strictement rien du tout. Si vous restez sur cette version au procès, monsieur Verdure, vous ne convaincrez personne. Le procès d'Alexandre Verdure s'ouvre le 9 décembre 2020 devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon. Ses avocats ont prévenu la presse, ils plaideront l'acquittement. Ils n'ont pas le choix. Leur client n'a pas bougé d'un iota. Je vous le redis, c'est pas moi qui l'ai tué. Ça n'est pas lui qui l'a tué, et c'est forcément le clan Boccianu, le clan de son proxénète. Théorie largement contestée par l'accusation. Les Boccianu se sont inquiétés de la disparition de mademoiselle Milouillou. Ils l'ont cherchée. Toutes les écoutes le démontrent. Mais non, monsieur l'avocat général, enfin, regardez leur téléphonie. Ils ne l'ont pas appelé tant que ça. Et pour cause. Parce que c'est eux qui l'ont tué. Ils l'ont tué parce que mademoiselle Milouillou voulait rentrer en Roumanie. Ils l'ont tué parce qu'ils allaient perdre l'une de leurs meilleures gagneuses. Alors que mon client n'a aucun intérêt dans ce meurtre. Aucun mobile. Ça, en revanche, c'est bien vrai. Faute d'aveu, on n'a pas de mobile. Le coup de grâce est porté par l'expert psychiatre. Nous faisons face à une personnalité que je qualifierais de psychopathique et mégalomaniaque. Et j'ajoute, intolérante
à la frustration. Je considère que M. Verdure présente une dangerosité extrême avec un risque majeur de récidive. Au terme de 3 jours de procès et de 3 heures de délibéré, Alexandre Verdure est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Comme il se dit innocent, il fait appel. 2e procès en septembre 2021 devant les assises du Jura. Pour l'occasion, les parents d'Alexandre Verdure ont engagé un détective privé, Roger-Marc Moreau. Ils ont cassé leur tirelire pour rien. Leur fils est encore plus lourdement condamné. 30 ans au lieu de 20 ans. Faut toujours réfléchir quand on fait appel. À part ça, on sait toujours pas pourquoi il l'a tué. Que dis-je tué? Massacré. 26 coups de couteau. Bam, bam, bam. Et puis, un gros coup de pierre sur la tête. Boum. Pourquoi? Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre en 2016 dans la région de Lausanne, en Suisse, d'une prostituée roumaine de 18 ans qui s'appelait Mihaela Miloiu, tuée par un Français, Alexandre Verdure, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mais qui n'a pas reconnu les faits. Et cette histoire, je la débriefe avec vous, Étienne Manteau. Vous êtes procureur de la République de Besançon et vous étiez avocat général au premier procès. Premier pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas, d'après vous, Alexandre Verdure, puisqu'il est coincé par l'ADN? Pourquoi il nie l'évidence? Pourquoi il ne le reconnaît pas? Eh bien parce que il a été assisté par sa famille, par ses parents qui étaient là lors du procès, qui ont redit que leur fils ne pouvait pas être l'auteur. Ils ont décrit ce père et cette mère, un fils complètement idéalisé, extraordinaire, le meilleur des fils. Bien sûr, on pouvait tout à fait entendre cet attachement à leur fils de ses parents, mais je pense que c'est une des clés principales de compréhension de ce positionnement de l'accusé. C'est face à ce regard que portait sur eux, ce regard idéalisé des parents, il ne pouvait pas les décevoir en reconnaissant qu'il avait tué cette jeune prostituée. En revanche, je pense que sa femme a témoigné au procès. Elle n'a pas beaucoup de doutes. Oui, sa femme, effectivement, a eu des propos beaucoup plus rudes à l'encontre de son mari. Il venait d'avoir un enfant, mais elle a évoqué une relation qui devenait de plus en plus distante, où il était de plus en plus violent, intolérant à la frustration. Et effectivement, après sa mise en examen, elle lui a signifié qu'elle le quittait, ce qui a d'ailleurs entraîné une tentative de suicide en détention de l'accusé, mais il a pu être sauvé. Et elle s'est montrée voire très dure dans ses propos lors de l'audience de la cour d'assises. Donc, Étienne Manteau, on n'a pas d'aveu. Et du coup, on n'a pas de mobile non plus. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi il l'a tué et pourquoi il l'a tué avec une telle violence. Parce qu'il faut quand même en revenir au cadavre, aux 26 coups de couteau, aux gros coups de pierre sur le visage, à la mâchoire fracassée, etc., etc. Pourquoi? Vous avez la réponse? Alors, j'ai une réponse probable. Seul Alexandre Verdure sait exactement ce qui s'est passé, mais l'enquête permet d'apporter des éléments assez précis. L'analyse de la téléphonie mobile de cette jeune femme, de la victime, met en évidence qu'elle a joint le numéro d'appel d'urgence suisse, le 117, à 0h52 le 30 novembre. On est à Crissier, dans la banlieue de Lausanne. Et ça veut, Monsieur Verdure l'a expliqué, il l'a fait monter dans sa voiture à un rond-point à Lausanne et ils sont partis en direction de la campagne. Le rapport sexuel, il dit l'avoir eu à Sulins, 15 km plus loin. Or, à Crissier, à mi-distance entre l'endroit où il l'a fait monter dans sa voiture et l'endroit où ils se sont garés, il y a un appel d'urgence qui est capté par le relais de Crissier à 0h52 et l'opérateur suisse décroche et personne ne répond. Cela veut dire que cette jeune femme a composé un appel d'urgence à 0h52 et que M. Verdure a mis un terme à cette communication téléphonique. Cela veut dire qu'elle était
paniqué dès ce moment-là. Et ça s'explique parce que ces proxénètes l'ont expliqué. Ils donnaient comme consigne à ce que les prostituées aient des rapports sexuels à Lausanne même. Ils voulaient pouvoir exercer un contrôle assez précis des prostituées et ils leur interdisaient de partir à l'extérieur. Monsieur Verdure lui a imposé de partir à l'extérieur et ça l'a paniqué, ce qui explique cet appel d'urgence et ce qui explique très certainement un rapport sexuel ensuite arrivé dans ce lieu de campagne où il faisait nuit noire à Sulins, où elle a été très certainement paniquée, où le rapport sexuel a dû mal se passer. Et au regard de ce tempérament, de ces traits de personnalité de M. Verdure, intolérant à la frustration, il y a probablement eu une relation sexuelle très, très insatisfaisante et qu'il a... Un viol pour dire les choses, non? Un viol. Un viol pour dire les choses, absolument, et qu'il a très certainement mis en colère. Il faut savoir que dans l'histoire criminelle, les meurtres de prostituées sont assez classiques et sont généralement commis par des clients qui sont insatisfaits de la prestation du rapport sexuel. La prostituée est censée être une femme qui va leur donner tout le plaisir possible et quand la relation sexuelle est insatisfaisante ou trop rapide ou que sais-je, eh bien on a régulièrement des meurtres de prostituées qui sont commis à ce moment-là sous le coup d'une colère ou d'une frustration mal maîtrisée. Et je pense dans cette affaire que ce déchaînement de colère est en lien étroit avec cette panique, cette peur qui animait cette jeune femme et cette intolérance à la frustration qui a été décrite par les psychiatres chez l'accusé. Mais moi aussi, ça m'arrive d'être en colère, et vous aussi sans doute. On n'est pas capable de massacrer quelqu'un de 26 coups de couteau, puis de lui fracasser la tête à coups de pierre. Est-ce que ça veut dire que Alexandre Verdure était en quelque sorte un psychopathe tapi dans l'ombre? Alors, psychopathe, le terme, je ne sais pas. En tout cas, ce que les psychiatres décrivent, c'est des choses et des conclusions qu'on lit rarement dans des dossiers de personnalité criminelle. Le premier expert va parler d'une dangerosité criminologique extrême, à tel point que la défense va demander une contre-expertise psychiatrique, tellement ce premier rapport d'expert est sévère et défavorable à l'accusé. Et la seconde expert psychiatre confirme un état dangereux, dira-t-elle, en rapport avec une violence dangereusement disponible. S'il se sent humilié ou mis en échec, ce sont les termes du rapport de la contre-expert psychiatre, et cela vient par rapport à l'hypothèse que j'ai formulée, cela vient directement expliquer ce passage à l'acte particulièrement violent. Mais ça veut dire que donc on avait un homme de 30 ans qui était installé à Mout, qui traversait la frontière tous les jours pour travailler en Suisse, qui avait une compagne, qui avait un enfant, et qui était une bombe qui n'attendait que d'exploser. Absolument. Absolument, mais c'est assez classique. Et certains qui présentent des personnalités comme ça, fort heureusement, n'exploseront jamais. Mais là, dans cette configuration de toute puissance dans laquelle il s'installait progressivement, et effectivement, sa compagne, elle a décrit une relation très agréable au début de leur relation, et une relation qui n'a cessé de se dégrader au fil du temps, vient expliquer cette montée en puissance avec un regard excusant tout de la part de ses parents également, et qui peut expliquer au regard de l'expertise psychiatrique ce déchaînement de violence. Alors j'ai regardé un petit peu la presse, évidemment, pour écrire mon récit. C'est assez étonnant parce que, en fait, tant que l'inconnu est inconnu, il y a énormément d'articles. Et à partir du moment où l'inconnu est une prostituée roumaine, ça n'intéresse plus personne. C'est terrible. Oui, c'est assez éloquent. Effectivement, lorsque les enquêteurs recherchaient vainement à identifier l'inconnu du Franois, il leur a fallu 7 mois pour y parvenir. Ce dossier de l'inconnu du Franois passionnait la presse, et dès lors qu'on a mis un nom sur cette pauvre victime, une jeune femme de 18 ans, une prostituée roumaine, inconnue en France, eh bien cela n'intéressait plus personne. Et lors du procès d'ailleurs, le monde des parties civiles, parce que cette famille était très modeste, était vide, et les médias peu présents. C'est dire effectivement, c'est assez terrible, mais que la valeur des personnes n'est pas la même suivant qu'on est une jeune prostituée roumaine ou une jeune française insérée. Donc il prend 20 ans en première instance. Vous êtes là à ce moment-là, vous avez réclamé combien ? J'avais réclamé déjà le maximum légal encouru, 30 ans, puisque c'était
un homicide qui était reproché à M. Verdure, sans circonstances aggravantes. Il faut savoir qu'à l'époque, les règles en matière de cour d'assises pour des crimes punis de 30 ans étaient assez particulières. C'est que si la cour d'assises ne prononçait pas 30 ans, la peine immédiatement disponible ensuite pour la cour d'assises était de 20 ans. La cour d'assises ne pouvait pas prononcer 29, d'intermédiaire. 28. C'était 30 ou 20 ou 19. Et effectivement, le risque était très important pour l'accusé de faire appel, d'interjeter appel dans cette configuration, parce que le risque, c'est qu'il prenne la peine juste immédiatement supérieure, qui était 30 ans s'il interjetait appel, et c'est malheureusement pour lui ce qui s'est produit. Pourquoi il prend que 20 ans? Parce que les jurés ont un doute, à votre avis? Non, je ne pense pas. C'est que prononcer le maximum légal encouru, c'est toujours quelque chose d'assez rare quand on n'a absolument aucun antécédent judiciaire. En général, quand on n'a pas de casier, eh bien, les juges, les jurés ont du mal à prononcer ce maximum légal encouru. Et je pense que l'appel qu'il a interjeté, le fait de faire revivre à tous un second procès, son incapacité à reconnaître l'évidence, eh bien, finit par irriter les jurés. En tout cas, je pense que c'est ce qui explique que les jurés en appel aient finalement décidé de prononcer le maximum légal encouru. Les proxénètes, les Boccianu, ils ont comparu devant le tribunal, enfin, ils ont témoigné devant le tribunal. Ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête en Roumanie, puisqu'ils ont été expulsés de Suisse et qu'ils sont partis en Roumanie. Ils ont été entendus, mais dans ce dossier, quoi qu'en dise Monsieur Verdure, c'est pas du tout leur ADN qu'on a retrouvé sur le corps de la victime. C'est uniquement l'ADN de Monsieur Verdure, et surtout on l'a retrouvé dans un endroit très très particulier qui était accablant pour l'accusé. C'est que les ongles de la main droite de la victime avaient été coupés et que parce qu'elle s'était manifestement défendue de son agresseur, et sous l'ongle coupé, on a retrouvé quand même l'ADN d'un homme, et c'était l'ADN de Monsieur Verdure également. Il se trouve qu'également ces proxénètes étaient sous écoute téléphonique, et que les écoutes suisses était très très clair sur le fait qu'il n'avait aucun projet d'assassiner cette jeune fille. Au contraire, c'est une jeune fille qui leur apportait beaucoup d'argent, et ils en prenaient plutôt soin. En tout cas, les écoutes téléphoniques montrent des personnes très très attentionnées de cette jeune femme, qui l'ont appelée ensuite, dans des termes très triviaux, de leur poule aux œufs d'or. Donc ils ont été entendus en Roumanie, et ils ont expliqué qu'ils étaient totalement étrangers à la mise à mort de cette jeune femme. Donc leurs dépositions ont été lues sur procès-verbaux lors de la session de la cour d'assises, mais ils n'ont pas été convoqués pour déposer en présence à Besançon. Je vous remercie infiniment, Étienne Manteau, d'avoir accepté d'évoquer cette affaire qui reste assez mystérieuse à la fin de l'histoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.